Salut, t'es en train de regarder le Edge Recap. L'histoire commence avec notre personnage principal qui joue à son jeu virtuel. Lui et son équipe viennent de finir un événement, donc les autres se déconnectent, et notre héros est sur le point de faire pareil. Mais avant de partir, il décide d'ouvrir le coffre au trésor qu'il vient de recevoir. Une lumière aveuglante brille après l'ouverture, et il découvre que sa récompense est un ticket d'or. Avec ce ticket, il peut traverser dans le monde azur qu'il pensait être une récompense nulle et une arnaque. Cependant, la curiosité reste dans son esprit, alors il décide quand même de l'utiliser. À sa grande surprise, il est instantanément aspiré par un trou noir. Peu après, il se réveille dans un champ ouvert et remarque qu'il est sur la pente des Dean Miles, juste à côté du village des débutants. Ça le rend confus, car il se souvient d'avoir éteint son casque VR, mais à sa surprise, il n'a pas de casque avec lui. En fait, il s'était préparé à une possible transmigration, mais il n'était pas prêt à devenir un monstre. Il pensait qu'il aurait forcément des avantages. Même un Lime pourrait s'améliorer. Mais il avait tort, car le slime l'écrase jusqu'à la mort. Un gobelin lui éclate le crâne avec un marteau, et même un squelette de même niveau le bat facilement. Ce résultat le décourage énormément, et le seul avantage qu'il retire de cette transmigration est qu'il ressuscite rapidement après chaque mort. Même le slime qu'il a tué plusieurs fois est déjà au niveau 2. Mais grâce à ça, il réalise vite qu'il peut aussi monter en niveau. Mais il se rappelle aussi qu'il est le monstre le plus faible ici. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de trouver un autre moyen de monter en niveau. Quelques instants plus tard, deux aventuriers accomplissent leur tâche de novice et combattent quelques squelettes. Le chevalier tue avec succès les squelettes devant lui, ne laissant que celui qui est à l'arrière. Le mage remarque que le monstre squelette survivant agit un peu bizarrement, mais le chevalier lui explique que dans Azur, les personnages sont tous hyper intelligents, donc ce n'est pas étonnant qu'un squelette se comporte de manière étrange. De façon inattendue, le squelette lui fait un doigt d'honneur, ce qui offense légèrement le chevalier, mais pas assez. Alors, notre héros prend quelque chose du buisson le plus proche et sort une pancarte où il traite le chevalier d'idiot. Maintenant, le chevalier sait qu'il ne peut pas laisser passer ça, alors il fonce sur lui, ce qui fait sourire le squelette, car il sait que son plan a fonctionné. Sans hésiter, il s'éclipse de la scène et laisse l'autre squelette faire le sale boulot. Comme le chevalier éveille la haine des monstres, ceux d'Azur, une fois éveillés par la haine, vont prioriser les attaques sur les joueurs dans un rayon spécifique. Et si tu les tues, l'expérience gagnée sera partagée entre tous ceux qui ont aidé à les tuer. Il savait cela car il est un joueur d'Azur depuis 10 ans, donc il connaît tout ici. Même s'il est devenu un monstre, il peut encore tirer parti de la situation et découvrir la vérité sur sa transmigration. Peu après, il monte en niveau. La première chose qu'il fera une fois qu'il atteindra le niveau 3, c'est tuer ce slime 10 000 fois. Pendant ce temps, sur le forum mondial, les nouveaux se plaignent d'un squelette de niveau qui les harcèle. Cette agitation attire l'attention d'un chevalier de niveau 25. Alors, sans hésitation, il déclare qu'il va les aider à s'occuper du squelette sur la pente des Dean Miles. Notre héros, lui, profite du soleil avec ses cartes et son propre slime esclave. Il a réussi à les dompter parce qu'à mesure qu'ils montent en niveau, leur intelligence augmente aussi. Il peut donc enfin leur donner des instructions et communiquer. Mais sa journée est gâchée quand le chevalier de niveau 25 l'attaque soudainement par derrière. Il n'a même pas eu le temps de fuir et il est tué sur le coup. Heureusement pour lui, la mort ne fait perdre que la moitié de l'expérience acquise. Avec ça, il réalise qu'il était trop arrogant. Mais il sait qu'il ne doit pas laisser passer ça. Alors, il prévoit de faire payer le chevalier, tout comme ce Slim. Cependant, après avoir passé 8 jours dans le jeu, il comprend que 2 jours se sont écoulés dans la réalité, alors il réalise qu'il doit vite trouver un moyen de sortir. Car il pense que ses parents doivent être inquiets pour lui, même un peu. Mais ces suppositions étaient totalement fausses, car ses parents profitent de leurs vacances sans se soucier de lui une seconde. Ils n'ont même pas pris la peine de lui envoyer un message. Pendant ce temps, notre héros décide de monter rapidement en niveau pour pouvoir changer de métier au niveau 20. À ce moment-là, il aura un corps humain et pourra se venger. Peu après, il prend une tonne de tâches et tue une tonne de monstres. Après avoir répété ça sans pause, il atteint le niveau 20 en une seule journée. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à changer de métier dans la ville principale. Alors il y va,
Mais comme prévu, il est bloqué par les gardes à la porte. Et sans question, il est tué sur place. Ensuite, il ressuscite immédiatement. Mais sa mort lui fait perdre la moitié de l'expérience acquise. Il retombe au niveau 10. Là, il se rend compte à quel point il a été idiot, car il se rappelle qu'il est un monstre. Quelques instants plus tard, dans la vallée des loups démoniaques, les aventuriers passent un sale quart d'heure à s'occuper des loups. Mais ils ne peuvent pas abandonner le défi, car ils doivent collecter de la fourrure de loup pour changer de classe. Alors qu'ils discutent de leur stratégie, l'archer remarque qu'un groupe de squelettes s'acharne sur un seul loup. Il l'attaque brutalement avec un travail d'équipe. Ce qui surprend l'archer de voir ça de ses propres yeux. Mais le loup ne compte pas se laisser abattre sans se battre, donc il se met en rage, sa défense et son attaque deviennent plus tranchantes, il est sur le point de faire tomber ses adversaires avec lui. L'archer essaie d'alerter ses coéquipiers sur ce qui se passe, mais ils sont encore occupés à discuter. En revanche, le loup échoue à tuer ses adversaires et il se fait percer de derrière, ce qui rend l'archer encore plus frénétique. Du coup, ses coéquipiers arrêtent dans leur conversation et vont regarder où il pointe. À leur surprise, les monstres chassent d'autres monstres et sont de bien meilleurs chasseurs qu'ils ne le seront jamais. Pendant ce temps, un nouveau joueur vient de se connecter au jeu, une pixie l'accueille et lui présente ce monde VR incroyable appelé Azure. Dans Azure, il peut même synchroniser tous ses 5 sens, y compris le toucher, pour apprécier de la nourriture délicieuse et le parfum des fleurs en même temps. Il n'y a pas de tâche fixe dans Azure, les joueurs doivent s'engager personnellement dans les interactions avec les PNJ, en plus de déclencher des missions provenant d'IA super intelligentes. Il peut aussi choisir d'entrer dans une académie pour améliorer ses propres compétences et devenir une partie du monde d'Azure. Il y a 5 capacités de base dans ce monde. Contrôler les éléments, dompter les monstres, les arts martiaux, l'ingénierie et l'esprit. Chaque capacité a ses sous-capacités. Et il y a une infinité de façons pour lui de combiner différentes capacités dans le monde virtuel d'Azure. Il peut certainement trouver la capacité qui lui convient le mieux. Après avoir été introduit aux bases, la Pixie est sur le point de le guider pour qu'il s'habitue à ses mouvements de base. Pour cela, elle lui demande d'aller au camp d'entraînement des novices, à la pente des Dean Miles, et de tuer 10 monstres de bas niveau. Une fois qu'il aura terminé, il pourra revenir pour compléter sa quête. En entendant tout ça, il est rempli d'excitation et d'attente, mais ça s'estompe vite après qu'il ait traversé le portail et vu tous les squelettes de haut niveau qui l'attendent pour lui sauter dessus. Ça le rend confus, alors il laisse tomber son épée, ce qu'il ne devrait jamais faire devant ces squelettes. Désormais sans défense, les squelettes l'encerclent rapidement de tous les côtés, scellant ainsi son sort. Quelques instants plus tard, les squelettes transportent joyeusement leur butin, et le personnage principal donne des livrets à un petit squelette, lui ordonnant de les distribuer aux autres squelettes. Il insiste pour que tout le monde ait le même équipement, sauf ceux qui ont une morphologie différente, comme lui. Tous les autres squelettes doivent se ressembler. Quand il voit des joueurs de haut niveau, il leur ordonne de suivre les instructions écrites dans le livret. Ils doivent toujours suivre ces règles. Premièrement, chacun doit choisir une direction différente pour s'enfuir en cas de danger, car les squelettes ont une vitesse supérieure à la normale, donc la plupart des joueurs ne pourront pas les rattraper. Deuxièmement, si le joueur est de niveau 5 à 30, ils doivent l'attirer vers le point de rendez-vous et préparer une embuscade à 10 contre 1, comme ils l'ont pratiqué. Troisièmement, si le joueur est de niveau supérieur à 30 ou a déjà changé de classe, ils doivent enregistrer son identifiant de joueur, puis courir vers les camps de gobelins et énerver les gobelins pour les pousser à attaquer le joueur de haut niveau. Une fois le joueur éliminé, ils gagneront tout de même des points d'expérience de cette manière. À sa grande surprise, les squelettes ont un problème avec son plan magistral. Cela le choque, mais avant qu'il ne puisse demander pourquoi, le petit squelette lui explique qu'ils ne savent pas lire, ce qui le choque encore plus. Il improvise donc et leur donne des instructions oralement, ce qu'ils comprennent étonnamment bien. Le petit squelette demande pourquoi il doit partir, et il lui explique que le ciel qu'il voit actuellement n'est qu'une petite partie, mais que dans le monde extérieur, le ciel est immense. Le monde d'Azur est si vaste que même maintenant, il y a toujours un manque de joueurs et toutes sortes de cultures s'y mêlent. Il dit alors au petit squelette que lorsqu'il atteindra un niveau suffisamment élevé, il sera temps pour lui de sortir et de voir les grandes montagnes et les rivières. Cette déclaration fait briller les yeux du petit squelette d'espoir pour l'avenir, tandis que le personnage principal
sourit en réalisant qu'il est en train de parler à un monstre de tout cela. Cependant, le monde d'Azur est vraiment magique. Il a presque l'impression que tous les monstres peuvent vraiment y réfléchir profondément. Après ce moment touchant, il dit au revoir à tout le monde et quitte les lieux. Mais, après un moment, il revient car il a accidentellement emporté les sacs pleins d'armures de bas niveau qu'ils avaient arrachés aux joueurs novices, au lieu des matériaux requis pour sa transformation, gâchant ainsi ses efforts pour paraître cool. Dans un changement de scène, une mage poursuit un lapin et essaie de lui jeter une malédiction pour le dompter. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que notre personnage principal se cache dans les buissons, attendant qu'elle lance la malédiction. Dès qu'elle la lance sur le lapin, il assomme le lapin, recevant la malédiction à sa place, ce qui fait de lui le compagnon de la mage. Le système la félicite alors pour avoir acquis un monstre squelette de niveau 34 comme premier familier. Puisque le premier familier est le plus important et l'accompagnera tout au long de son aventure dans ce jeu, elle devrait être heureuse. Mais au lieu de cela, elle s'effondre par terre en pleurant à chaudes larmes, ce qui fait culpabiliser le personnage principal. Il lui demande alors pourquoi elle pleure, et elle répond que c'est parce qu'elle voulait un mignon lapin rose, et qu'il est trop laid pour elle. Il réalise alors qu'il a affaire à une idiote superficielle, mais il sait qu'il est trop tard pour faire marche arrière. Il improvise donc en rassemblant tout son courage pour lui expliquer pourquoi il a éloigné le lapin rose qu'elle voulait dompter. Il lui raconte une histoire dans laquelle il est en réalité un prince extraordinairement beau. Le royaume ennemi les a opprimés, mais il est toujours resté en contact avec la princesse de ce royaume, et ils se sont enfuis ensemble pour se libérer des chaînes qui les retenaient. Cependant, ils n'ont pas réussi à échapper au jugement du monde, et tout le monde s'est opposé à leur union, alors ils ont dû se contenter d'envoyer des lettres, livrées par leurs gardes, pour partager leur peine. Malgré cela, ils ne s'attendaient pas à ce que la princesse tombe amoureuse de son garde et qu'elle veuille s'enfuir avec lui à la place. En voyant que la mage commence à croire à son histoire, il pousse encore plus loin en ajoutant que les plans de la princesse ne se sont pas déroulés comme prévu, car elle a sous-estimé la loyauté de son garde envers lui. Même quand elle a tout tenté pour l'arrêter, le garde est resté fidèle à lui et a ramené la lettre de résolution de la princesse. Cependant, il n'a pas pu le prévenir du danger qu'elle représentait, car la princesse, jalouse du prince pour avoir gagné la loyauté du garde, a maudit la lettre. Depuis, le prince ne peut plus vivre que comme un squelette, déshonoré par tous. Ainsi, il s'est engagé à lever la malédiction et à venger son garde. Maintenant qu'il a fini de raconter son histoire inventée, il demande à la mage si elle accepterait de l'aider à accomplir cette vengeance et à retrouver son apparence d'origine. Elle mord à l'hameçon et se montre enthousiaste à l'idée de l'aider à retrouver son garde pour qu'ils puissent se réunir. Mais il lui dit aussitôt que le garde est mort, pour éviter de se retrouver dans une situation ambiguë. Elle perd alors instantanément tout intérêt. Pour la convaincre à nouveau, il lui explique que les squelettes peuvent exister. Donc il lui est facile d'invoquer les morts, ce qui la ravit et ravive son enthousiasme pour l'aider. Maintenant qu'elle est entièrement convaincue, elle se présente sous le nom de Bubble. Ensuite, il se retrouve devant les portes de la ville principale, et le personnage principal marche avec confiance pour entrer dans la ville. Mais le garde les arrête pour informer la mage que son squelette familier doit être tenu en laisse pour entrer dans la ville, ce qui le choque car il a complètement oublié ce détail. Quelques instants plus tard, il entre enfin dans la ville avec une laisse autour du cou. Sa maîtresse, étant une novice, est ravie de découvrir toutes les merveilles à l'intérieur de la ville principale. Il lui explique que tous les joueurs de niveau 20 seront transférés dans la ville. Car les détails du monde d'Azur sont presque les mêmes que dans le monde réel. La ville de Ionia, située au centre de la jonction Est-Ouest, est devenue le point commercial et de négoce le plus prospère d'Azur. Puis, la mage remarque qu'il y a aussi un salon de thé dans la ville, ce qui la ravit. Le personnage principal lui conseille alors de s'y rendre, car Azur est connecté à la VR via des ondes cérébrales, ce qui peut simuler le goût. Mais malheureusement pour elle, elle n'a pas d'argent. Alors, le personnage principal lui dit de ne pas s'inquiéter et lui donne un sac de pièces qu'il a volé à des joueurs pour la convaincre davantage qu'il est un prince. Avec ça, elle achète un thé au lait qu'elle apprécie plus que le vrai. Mais leur promenade paisible est soudainement interrompue par un aventurier qui crie après un PNJ qui l'a bousculé, et il commence à se défouler sur lui, furieux de s'être fait voler par un squelette plus tôt.
Le personnage principal décide de ne pas s'en mêler et s'apprête à quitter les lieux, mais à sa grande surprise, Bubble n'est pas à ses côtés et est maintenant en train de protéger le PNJ. Malgré son courage, son niveau est en réalité tout autre, puisqu'elle n'est qu'une novice de niveau 10. Le type commence alors à l'insulter et à la ridiculiser, ce qui la met mal à l'aise, mais elle sait qu'elle ne peut rien faire. Après ça, le type décide de partir, mais à sa grande surprise, le personnage principal lui botte les fesses et le ridiculise de la même manière qu'il a ridiculisé sa maîtresse, en affichant son niveau, ce qui choque les coéquipiers du type. Mais avant qu'il ne puisse les humilier davantage, la fille PNJ vient le remercier et décide de s'occuper elle-même du joueur en le menaçant de payer. Le gars a encore le culot de demander pourquoi, alors elle décide de lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais, et le tabasse jusqu'à l'envoyer presque au paradis. Bubble et le squelette comprennent alors qu'un PNJ peut parfois être vraiment cruel. Après la correction, le joueur est menotté et emmené en prison. Ensuite, changement de décor. Les trois personnages sont maintenant dans un café, discutant de ce qui s'est passé. Bubble demande pourquoi la FIP n'a pas été punie, et elle explique qu'elle connaît le garde, donc il ne l'arrêterait pas. Puisqu'ils l'ont aidée, elle se présente sous le nom de Yuka et leur donne l'adresse de son magasin de fruits, les invitant à venir la voir s'ils ont besoin de quoi que ce soit. À 001521, après cela, chacun prend sa route, et le squelette et Bubble se retrouvent à marcher dehors. Le squelette lui dit qu'il semble qu'ils aient découvert une quête cachée, car Yuka leur a donné son adresse. Elle demande ce qu'est une quête cachée, et il lui explique qu'elle le découvrira plus tard. Il lui conseille de ne pas sous-estimer les PNJ dans Azure, car il y a de nombreuses quêtes cachées, parfois même sans aucun indice. Par exemple, à la fin du 3e chapitre de l'histoire principale, elle devra aider un vieil homme à acquérir une compétence de raffinement et devenir maître assassin. Avant qu'il ne puisse lui donner plus d'exemples, ils arrivent enfin devant la salle de transfert. Sans hésitation, ils entrent. À 001622, une fois à l'intérieur, elle est choquée de réaliser que ce jeu peut être très réaliste, puisqu'ils doivent faire la queue pour recevoir un numéro. Le squelette lui dit que ce n'est pas si mal, car lorsqu'il y a plus de monde, il y a aussi plus de guichets, donc ils n'auront pas à attendre trop longtemps. Pendant qu'ils attendent, le squelette lui parle de la mission du 10e anniversaire d'Azur, qui sera la plus grande de toutes. Lors du 9e anniversaire, il y avait déjà une guerre civile entre les pays de l'Est et de l'Ouest. Même après 10 ans, beaucoup de nouveaux joueurs continuent de rejoindre le jeu, comme Bubble, qui s'est connecté après qu'un camarade de classe l'a convaincu, car elle avait entendu parler de cet énorme événement. À 001649, le numéro du squelette est appelé. Il se rend au guichet et remet les bons matériaux pour changer de classe. Sa demande est acceptée, et il est autorisé à participer à la cérémonie de changement de classe sans aucun problème. Pendant ce temps, Bubble est approchée par un type qui ressemble à un écureuil et qui lui dit qu'elle a probablement été trompée, car il prétend tout savoir. Selon lui, il n'a jamais vu un monstre avoir une mission secrète, et même si cela existait, ce serait un monstre de classe seigneur, avec une intelligence et un niveau extrêmement élevés. Avec un sourire suffisant, il lui dit qu'elle se trompe, lui envoie une demande d'amis, puis quitte la scène après cette étrange interaction. La mage commence alors à douter de l'identité du squelette. Cependant, avant qu'elle puisse y réfléchir davantage, le squelette termine sa cérémonie de changement de classe et réapparaît devant elle avec un nouveau visage séduisant. On dirait qu'il est prêt à être croqué. Kiki. Dans le chapitre précédent, Skeleton, notre personnage principal, et Bubbles la mage, sont entrés dans la ville, et maintenant, au hall de transfert, Skeleton s'apprête à compléter sa cérémonie de changement de classe. Pendant qu'il est occupé, Bubbles rencontre un drôle de gars écureuil qui lui lance un avertissement. Il lui dit que elle est trompée par son animal de compagnie, Skeleton. Après cette rencontre étrange, Skeleton termine sa cérémonie et retourne vers elle pour se vanter de son nouveau look. Passons à la suite. Bubbles, de manière inattendue, est sur le point de pleurer, ce qui inquiète Skeleton. Il lui demande ce qui ne va pas, et elle lui explique ce qui s'est passé. Sans hésitation, Skeleton la réconforte et l'emmène manger de bons plats, ce qui lui remonte le moral. Pendant ce temps, l'écureuil est dans un bar, surpris que Bubbles ait décliné sa demande d'amis. Il prévoyait de l'effrayer et de voir ce qu'il se passe avec le monstre qu'elle accompagne, mais elle n'est pas tombée dans le piège. Cependant, avec un monstre dans la ville, beaucoup de gens devraient être au courant de cela. Donc il n'est pas trop préoccupé et reste excité par l'avenir. Pendant ce temps,
Bubbles se régale avec la nourriture que Skeleton lui a offerte, mâchant tout ce qu'elle peut. Skeleton lui annonce qu'il va l'aider à améliorer et à monter de niveau, pour qu'elle soit prête à participer aux élections de l'Académie Démon, puisque seuls les joueurs de niveau 40 peuvent passer l'examen d'entrée dans les 3 grandes écoles d'Azur chaque année. Les anciens participants ont aussi la possibilité de participer, avec une chance d'accumuler des indices et des connexions importants. Les écoles exigent beaucoup plus de compétences et d'efficacité que l'entraînement normal. Il lui raconte qu'il a reçu un message juste au moment de son changement de classe, le surprenant, lui disant qu'un monstre pourrait avoir du courrier. Le contenu du message le surprend encore plus, car il lui demande s'il veut savoir pourquoi il a été réincarné et comment retourner dans le vrai monde. Pour cela, il doit accomplir la mission principale. Et la réponse sera là, en lui souhaitant bonne chance et en disant qu'ils le surveilleront. Ce souvenir de tout cela le rend furieux, et il déclare haut et fort qu'il gagnera, et découvrira qui s'amuse vraiment. Bubbles, à sa grande surprise, répond joyeusement en lui disant que c'est cet esprit combatif qui compte. Elle aussi doit augmenter son esprit de combat, alors elle demande encore plus de nourriture. En contraste, il sait qu'il va bientôt manquer d'argent si elle continue à manger comme ça. Après avoir mangé au restaurant, ils sortent, mais Bubbles continue de grignoter. Skeleton lui demande de manger moins, bien que cette nourriture ne la rende pas grosse, car elle est très chère. Même un riche propriétaire ne peut pas suivre son rythme. Ce à quoi elle répond joyeusement qu'elle le sait, mais ignore tout de même sa mise en garde. Pour changer de sujet, elle lui demande ce qu'ils vont faire ensuite. Skeleton répond qu'ils iront plus tard à l'examen d'entrée de l'Académie Démon, et ayant quelqu'un comme lui comme animal de compagnie, avec son niveau actuel de 10, elle peut pratiquement accéder au 2e examen sans problème. Ils vont donc se concentrer sur son leveling pour qu'elle soit prête pour le 2e examen qui aura lieu dans 10 jours, ce qui la ravit. Un peu plus tard, au slope de Dick Smiles, Skeleton voit que ses gobelins et les slimes travaillent dur à la construction de leur nouvelle base, ce qui le surprend en arrivant, car il vient de partir 3 jours plus tôt, et il semble qu'ils aient presque terminé. Alors qu'il admire leur nouvelle forteresse, les gobelins le remarquent et, sans hésitation, se jettent sur lui. Cependant, il esquive leurs attaques et réalise qu'ils ne le reconnaissent pas. Il leur donne alors une leçon. Au sol, les monstres se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gagner, mais ils se souviennent de ce que leur maître leur a appris. Ils décident donc d'utiliser leur capacité ultime, la retraite. Maintenant, tout le monde a disparu et il n'y a plus personne, ce qui surprend Bubbles, qui lui demande si ce sont les monstres qu'il considère comme apprivoisés. Il répond que, d'après leur exécution des ordres, s'ils ne peuvent pas battre l'adversaire, ils sont considérés comme plutôt apprivoisés. Il appelle alors le gros squelette, insinuant qu'il est leur maître, et leur ordonne de sortir de leur cachette. Le squelette dodu apparaît immédiatement du sol et demande à son maître pourquoi il a choisi de se transformer. Il s'assoit alors et Skeleton lui explique ce qui s'est passé. Maintenant, Chunky sait que Bubbles est la propriétaire de leur maître. Il lui demande comment ils ont progressé si vite. Ce à quoi il explique qu'ils ont réalisé que les HP et la force d'un gobelin sont plus élevés que les leurs. Ils ont donc rassemblé des gobelins et en travaillant ensemble, ils peuvent déjà vaincre des joueurs d'environ niveau 30. Mais ils ont découvert que leurs chances de s'échapper ne sont pas très élevées. C'est pourquoi ils ont construit une forteresse au-dessus du sol qui n'est qu'un déguisement, agissant comme un bunker. Après avoir construit le bunker, ils peuvent rapidement s'échapper sous terre. Les joueurs ont du mal à les trouver. Même s'ils le font, les joueurs qui entrent sous terre ne sont pas familiers avec les chemins qu'ils peuvent emprunter pour sortir et les tuer. En entendant tous ces plans complexes, Skeleton a du mal à croire qu'ils sont vraiment des monstres. Ce à quoi Chunky répond qu'ils ont tous appris du meilleur, c'est-à-dire de lui. Il lui dit d'oublier ça, car il a même appris à flatter. Puis, il explique à Chunky qu'il est principalement ici pour monter de niveau avec son maître en préparation de l'examen d'entrée à venir. Chunky propose alors qu'il chasse facilement des joueurs avec eux, ce qui lui vaut un coup sur la tête pour avoir été idiot, car Bubbles ne fait clairement pas de 2 kills. Maintenant qu'il sait que Chunky n'a pas d'idée brillante, Skeleton suggère que Chunky prenne ses monstres subordonnés et Bubbles pour tuer d'autres monstres afin de monter de niveau. Pendant ce temps, il doit se familiariser avec les compétences et le nouveau corps qu'il a après le transfert de classe. Ils doivent également attendre l'avis de l'examen d'entrée de l'académie. Normalement, les animaux de compagnie qui dépassent le niveau du joueur montrent des signes de loyauté en s'effondrant, mais ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de cela. Étant donné que leurs niveaux ont une si grande différence,
il devrait être capable d'obtenir un très bon classement. Maintenant qu'il a terminé d'expliquer quoi faire, il les encourage à se dépêcher et à monter en niveau. Bubbles doit juste atteindre le niveau 39, et il n'y a aucune restriction pour les animaux de compagnie. Il fera aussi de son mieux pour augmenter ses niveaux, car il n'y a temporairement pas de temps pour rassembler des matériaux pour un second transfert. Le temps passe rapidement alors qu'ils profitent de leur temps ensemble. Les subordonnés de Skeleton parviennent même à capturer le chevalier qu'il a tué auparavant. Quelques instants passent avant qu'un pigeon messager arrive à leur emplacement pour donner à Bubbles son avis sur l'examen d'entrée, qu'ils reçoivent avec joie, tandis que le chevalier est complètement battu et maintenu au sol. En ouvrant la lettre, Skeleton est surpris qu'il y ait tant de joueurs forts cette année. Il pensait qu'ils étaient déjà assez forts, mais ils se retrouvent en réalité classés 9e. En voyant cela, au lieu d'être découragé, il est excité, pensant que cet examen va être amusant. Pendant ce temps, dans le monde actuel, Mademoiselle Chong, la secrétaire, apporte les données demandées par le chef Dong et les pose sur son bureau. Elle lui demande ce qu'il est advenu de Wei Dong, l'un de leurs collègues, car elle ne l'a pas vu depuis quelques jours. Il explique que Wei Dong a été transféré dans un autre département pour effectuer des expériences scientifiques et technologiques. Donc il ne sera pas ici pendant un moment. Ses parents, qui voyagent autour du monde, sont contents que leur fils ne les dérange pas autant et coopèrent joyeusement avec les arrangements de leur fils. Elle lui demande alors pourquoi elle s'inquiète soudainement pour Wei Dong, et si elle pense à lui, ce qui la frustre au point de ne pas pouvoir répondre, alors elle sort en rougissant. Pendant ce temps, une fille aux cheveux roses nommée Schwer se tient devant un manoir et est accueillie par une belle dame, qu'elle appelle Tante. Celle-ci la salue chaleureusement, et Schwer n'hésite pas à monter à l'étage pour passer du temps avec Bubbles. Par coïncidence, Bubbles vient juste de se déconnecter du jeu. Sans hésitation, Schwer se jette sur elle et la câline un peu. Schwer lui demande si elle s'amuse à jouer à Azur, ce à quoi Bubbles répond avec enthousiasme, en lui racontant ses aventures joyeuses et sa rencontre avec Skeleton. Intrigué, Schwer demande à Bubbles d'en dire plus sur le squelette qu'elle a rencontré. Bubbles lui raconte alors l'histoire fictive de Skeleton, qu'elle croit à 100% vraie. Quelques instants plus tard, après avoir écouté Bubbles pendant toute la journée, Schwer se demande si Bubbles sort avec des personnages du jeu, ce qu'elle nie immédiatement pour éviter d'être soupçonnée d'être une bizarre. Mais Schwer s'en fiche et lui dit d'attendre qu'elle termine son travail, car elle va se connecter au jeu pour la retrouver et voir son petit squelette. Après cela, Schwer laisse Bubbles seule dans sa chambre. Elle s'allonge sur son lit, pensant au moment amusant qu'elle a passé dans Azur, et ne peut s'empêcher de soupirer en souhaitant que tout cela soit réel. Mais elle décide de ne pas y penser et de dormir. Cependant, ce n'est pas ce qui se passe. Quelques instants plus tard, au camp des squelettes, Bubbles fixe intensément Skeleton, qui lui demande pourquoi elle s'est connectée à ce moment-là. Elle explique qu'elle n'arrivait pas à dormir, alors elle est venue vérifier. Elle prétexte qu'elle avait peur qu'il lui mente, et s'était discrètement éclipsée. Voyant qu'elle est troublée, Skeleton s'assoit et répond qu'il ne pourrait jamais lui mentir, la réconfortant en lui disant qu'il est toujours là. En entendant ces mots, elle se sent en sécurité et s'endort facilement. Le lendemain, le classement de l'examen annuel commence enfin. Des milliers de personnes se rassemblent en un seul endroit et de nombreux arnaqueurs, hommes d'affaires et escrocs vendent leurs marchandises à l'entrée. Skeleton lui explique que les candidats à l'examen d'entrée passent de 30 000 à 2 000 et qu'ils limitent la zone de niveau, ne choisissant finalement que 30 personnes. Chaque examen impacte aussi la compétition de toutes les factions, et le palais ouvre des matchs en direct ainsi que des paris. Chaque examen devient une véritable foire pour tout le monde. En voyant cette scène familière, il se remémore le temps où, avant sa transformation, il était simplement le président d'une petite guilde, regardant toujours les retransmissions en direct. Mais cette fois, il pouvait enfin se rendre sur le site de l'examen. Soudain, ils sont accueillis par Yuka, à qui ils répondent avec joie. Elle déclare fièrement qu'elle s'occupera d'eux. Ensemble, ils pénètrent dans le temple. On peut remarquer que Skeleton regardait ce manuel pourri depuis tout à l'heure, alors elle lui conseille de regarder où il va, pour qu'il arrête de le lire. Mais il explique que ces manuels sont importants, car ils contiennent beaucoup d'informations sur les examinateurs. Elle lui dit que beaucoup d'informations dans ces manuels ne sont pas précises, et qu'il est trop tard pour les étudier. Beaucoup de gens étudient les informations juste après leur notification. Elle jette donc le livre et lui propose son propre manuel. À sa grande surprise,
Ce manuel est si détaillé qu'il se demande comment une NPC peut savoir quoi que ce soit sur l'examen. Quelques instants plus tard, ils sont maintenant assis, attendant que Chilo se présente pour que le concours commence. Une fois que Chilo arrive, bien qu'il soit l'un des 5 puissants leaders du monde d'Azur, il trébuche et tombe face contre terre, rendant l'atmosphère assez gênante, tandis que les autres remettent en question son véritable pouvoir. Le garde l'aide à se relever, ce pourquoi il est reconnaissant. Puis il commence son discours en félicitant tous ceux qui ont réussi. Cependant, chaque année, il y a la possibilité d'un élément perturbateur. Alors il encourage tout le monde à ne pas perdre espoir. Cet examen est divisé en un premier examen et une reprise, et il est rempli d'aspects de sagesse, de capacité et de compétences pour tester les capacités des joueurs. Ensuite, chacun peut prendre son numéro et entrer dans le premier lieu, puisqu'il a décidé de ne pas trop parler. Ils peuvent donc commencer. Le garde ouvre immédiatement le portail, tout le monde ayant déjà pris son numéro. Donc, l'examen commence. L'annonceur lance la diffusion de l'Académie des Dieux d'Azur et accueille tous les spectateurs pour le 10e concours d'examen d'entrée. Après s'être présentés, ils expliquent toute la situation. Il y a 2000 participants à cet examen, mais seulement 30 seront choisis. Le premier essai se compose de 3 sections, corps, sagesse et armes. Sur l'île, il y a 500 objets correspondant à chaque section, et le joueur doit en collecter au moins 3 pour satisfaire l'une des normes. Une fois que 2 normes sont satisfaites, ils auront réussi. En raison des exigences, les joueurs passant l'examen doivent avoir un niveau inférieur à 40 pour réussir l'épreuve physique. Les joueurs doivent affronter les loups bestiales pour évaluer leur endurance et leur capacité de combat, et les joueurs de bas niveau ne peuvent réussir que par le travail d'équipe. Mais la quantité de loups bestiales réunis n'est pas suffisante pour être répartie entre tout le monde. Alors, comment vont-ils faire leur choix? Ensuite vient l'épreuve de l'instrument, pour les joueurs qui ont besoin de compétences en assemblage. 3 pièces peuvent être assemblées pour former une pièce qualifiée, et toutes ces pièces proviennent d'un trou divisé en 500 morceaux. Les trouver de façon sélective et minutieuse pour obtenir les pièces parfaites n'est pas une mince affaire. La dernière épreuve est celle de la sagesse. Des parchemins sont dispersés sur l'île, et il faut en rassembler 3 pour compléter une formation. Non seulement cette formation satisfait les exigences de l'examen, mais elle peut également servir de coordonnée de transfert, devenant ainsi une étape cruciale pour passer cet examen. Les joueurs sont déjà arrivés sur l'île. Quels événements passionnants vont se dérouler? L'annonceur, plein d'énergie, se plonge dans l'examen pour profiter du spectacle. Pendant ce temps, un loup bestial sent soudain une proie et en un éclair se jette à l'attaque, laissant derrière lui une traînée de flammes bleues. Mais malheureusement pour lui, son adversaire est plus fort. Résultat, il se transforme en glaçon, tout comme les autres loups bestials qui ont croisé Skeleton. Skeleton ne pensait pas que cette mission l'amènerait à contenir un monstre de cette manière. Voilà une bonne occasion de tester ses nouvelles compétences. Et avec un sourire, il déclare officiellement le début du jeu. Pendant ce temps, un groupe de joueurs de bas niveau se cache dans les buissons. La femme tigre leur dit de l'écouter. Le loup bestial est extrêmement rapide, mais sa capacité de défense et de changement de direction est plus faible. Ils doivent donc d'abord analyser sa trajectoire pour disposer les joueurs autour de lui, puis l'attaquer. Cependant, ils ont déjà attendu quelques heures sans la moindre activité et se demandent s'ils ne sont pas au mauvais endroit. Le guerrier réagit à ce qu'elle dit et lui demande si elle doute de son instinct de tripe. Il exprime son mépris et la prévient qu'il a un sale caractère et que, sans les règles de l'examen qui l'empêchent de l'attaquer, il l'aurait déjà frappé. Après avoir entendu ce cerveau de muscle parler, la femme chat se range du côté de la femme tigre, disant que son plan est sensé. Elle est aussi une mage de formation, et elle seule peut briser les enchantements. Après quelques minutes d'attente, elle, agile comme toujours, propose d'aller jeter un coup d'œil. Le guerrier tente de la dissuader, mais il est ignoré. Quelques instants plus tard, le guerrier est accroupi, essayant de ne pas se faire repérer, quand un chien lui urine dessus. Soudain, la femme chat revient et leur annonce qu'il n'y a aucun besoin de se cacher. Il n'y a aucun signe de loup bestial dans un rayon de 10 km. Elle a interrogé un joueur qui passait par là, puisque l'examen interdit de demander sur les forums, et apparemment le loup bestial a déjà été tué par un entraîneur. Cela met le guerrier dans une rage folle.
d'autant plus qu'il s'est fait arroser par un chien. Changement de scène, Skeleton se tient au bord d'une falaise et remarque quelque chose d'étrange. Il a déjà fait le tour des environs et se demande pourquoi il n'y a plus de loup bestial. Il n'en a tué qu'environ 200 jusqu'à présent. En même temps, l'annonceur informe les spectateurs qu'un joueur nommé Je veux un familier Bulls Roses de niveau 60 et en a tué plus de 200 loups bestiales en seulement 2 heures depuis le début de l'examen. Normalement, les niveaux des joueurs sont limités à 40 et en dessous, mais les familiers n'ont pas cette restriction. Cependant, ils n'ont jamais vu un familier avec un niveau supérieur à celui de son maître. Ils savent tous que si le niveau d'un familier est trop élevé, cela peut causer un manque de loyauté, voire même un retour de flamme contre le maître. Pendant ce temps, la femme chat rend visite à Skeleton et lui demande, ayant entendu dire qu'il vendait des loups bestiales. Skeleton, ravi de voir un client potentiel, l'accueille comme un vrai commerçant et lui montre la marchandise. Maintenant qu'elle le voit de ses propres yeux, elle demande immédiatement combien cela coûte. Il lui répond fermement « C'est 50 pièces d'or par pièce, sans négociation ». En entendant ce prix, la femme chat se met en colère et l'accuse d'arnaque, car une pièce d'or vaut 100 dollars dans la vraie vie. Mais Skeleton, malin comme un renard, calme rapidement la situation et la soulève comme une princesse en utilisant des techniques apprises dans les rythmes quantiques. Il tente de la convaincre de son charme, il lui propose même de baisser le prix si elle le laisse la caresser pendant une demi-journée, ce à quoi elle essaie de résister en vain. Quelques instants plus tard, elle revient auprès de ses coéquipiers avec ses pots en main. Le guerrier remarque qu'elle n'a que 6 pots, alors qu'ils sont 3. Il lui demande pourquoi, ce à quoi elle répond, interloquée. Comment a-t-il pu obtenir un rang supérieur au sien avec un QI pareil? Elle lui explique que s'ils n'ont pas besoin de combattre les loups bestiales, pourquoi devraient-ils s'encombrer d'un soldat? Ils ont 3 formations à briser, alors elle leur suggère de rester sur place. Comprenant cela, le guerrier se sent dans une mauvaise posture. Il sort ses armes, mais, malheureusement pour lui, ses compagnons avaient déjà prévu cette réaction. Il est aussitôt immobilisé par des tentacules, ses armes tombant au sol, l'empêchant de riposter. La femme chat lui explique que, de toute façon, les joueurs de l'épreuve initiale ne peuvent pas s'attaquer entre eux. Même si elle le libérait, il ne pourrait pas leur faire de mal, mais ils peuvent restreindre ses mouvements. C'est une formation précoce de Honglien qui a été placée sur lui plus tôt, puisqu'ils avaient prévu de l'abandonner une fois qu'ils auraient affronté les 6 visons de toute manière. Elle lui souhaite de ne plus jamais les recroiser avant de quitter les lieux. Pendant ce temps, un autre groupe se demande pourquoi il n'y a aucun loup bestial dans les parages. Ils supposent donc qu'il s'agit d'une fausse alerte, mais soudain, Skeleton surgit devant eux, brandit ses trésors et leur demande s'ils veulent en acheter quelques-uns. Dites-moi en commentaire si vous voulez la suite de cet épisode, et merci d'avoir regardé. À la prochaine les amis.